Ce soir, avec une distribution exceptionnelle, nous aurons sur les présentations des différents supports la présence et l'intervention de Fabienne Penaud, qui est notre nouvelle directrice technique nationale, voilà, qui Bonjour sera à tous. Voilà, animatrice de dispositifs que vous allez découvrir ou dont vous allez découvrir le contenu. Nous avons aussi le plaisir d'être accompagnés par Hélène Border, qui est chargée des projets culturels et de jeunesse éducation populaire. Donc, vous ne la connaissez peut-être pas, mais aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'échanger avec elle. Nous aurons également notre vice-président chef des activités sportives, Patrick Laurando. Et puis, normalement, dans la deuxième partie, parce que c'est un homme très occupé, nous retrouverons Bertrand Rousseau, notre médecin fédéral, pour nous refaire un petit coup de certificat médical 72e édition. Voilà, donc je vous invite, parce que vous savez que notre temps est compté, à couper vos micros. Voilà, comme ça, on est entre nous quand même. Cette fois-ci, on prendra le temps, après chaque intervention, de faire un petit temps de questions. Maintenant, si cette question n'est pas traitée tout de suite, vous savez qu'on ne se quittera pas sans avoir traité toutes les questions qui seront dans l'espace de discussion. Donc, maintenant que vous voilà rassurés, je laisse la parole tout de suite à Fabienne qui va vous donner les principes du mystérieux pass sport. Alors, je vous partage l'écran qui va bien, qui doit être celui-là. Est-ce que c'est bon de votre côté pour l'écran? C'est parfait. C'est parfait. Ouais, il n'est pas en mode diaporama. Je peux peut-être le mettre en diapo. Je ne sais pas trop si ça ne marche pas. Non, si, voilà. C'est mieux, non? C'est très bien, Fabienne. C'est très bien. Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis la nouvelle directrice technique nationale de la fédération. Donc, j'ai été nommée par la ministre chargée des Sports au 1er juin. Donc, je découvre la fédération. Précédemment, donc, j'étais dans une autre fédération dans laquelle j'ai fait toute ma carrière, 25 ans au sein de la Fédération française de la randonnée pédestre, au service de la performance sociale et sociétale de cette fédération. Donc, beaucoup de dossiers en lien avec ceux que je vais avoir à traiter, à coordonner, à piloter au sein de la Fédération sportive et culturelle de France. Donc, je suis très contente de vous rejoindre et contente de commencer à intervenir donc, sur ce dernier webinaire. Je suis arrivée à la fin, mais voilà, j'en aurais fait un en tant qu'intervenante et tant mieux. Donc, on va vous parler ce soir de dispositifs qui vont vous permettre de relancer l'activité suite à la crise sanitaire à la rentrée. Donc, vous savez que le gouvernement s'est activé pour proposer un certain nombre de dispositifs, mais également le CNOSF et d'autres acteurs comme l'Agence nationale du sport. Et donc, ce soir, on vous compile un peu tout ça, plus un peu de nouvelles dispositions réglementaires qui vous seront exposées à la fin pour que vous soyez prêts à accueillir beaucoup d'adhérents à la rentrée et aller les chercher de façon peut-être différente des autres années. Donc, le contexte, c'est pour le passeport, ce fameux nouveau dispositif qui s'appelle Passeport. Donc, son contexte, c'est effectivement une crise sanitaire qui a fait que l'activité physique des Français s'est arrêtée. Certes, il y avait, selon les périodes, 1 heure de sport ou un peu plus, mais que les Français pouvaient pratiquer seuls, mais les clubs, eux, n'ont pas pu réellement fonctionner depuis quasiment 15 mois. Donc, on espère que cet épisode du corona est derrière nous et qu'il va nous laisser tranquilles et qu'on va pouvoir reprendre une vie associative importante. Alors, je parle des activités physiques, mais vous verrez après, voilà, pour la culture, c'est exactement la même chose. Les associations culturelles n'ont pas pu fonctionner non plus. Tout ce qui était activité en groupe, relations sociales, associatives, ne pouvait pas avoir lieu. Donc, les conséquences, elles sont à la fois sur l'état physique et psychologique de la population.
mais également, également les conséquences économiques, puisque les clubs, du coup, ont souffert, n'ont pas pu avoir d'entrée liée à la fois aux adhésions et aux licences, mais également à tous les événements qu'ils pouvaient organiser de façon régulière dans une saison sportive ou culturelle, et du coup, se retrouvent démunis également par rapport à leurs bénévoles qui ne se sont pas investis pendant ces 15 mois, ou très peu, hein. Un certain nombre se sont beaucoup investis, ont réinventé la façon de pratiquer, mais un certain nombre sont restés en retrait, se sont désinvestis, et ça va être extrêmement compliqué aussi d'aller à nouveau les chercher et les remettre en action à la rentrée. Donc, fort de tous ces constats, le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures importantes de soutien à la prise de licence en club à la rentrée, et donc a mis en place un budget spécifique à cette fin. Voilà. Alors, ce dispositif au niveau du sport s'appelle le passeport, et ensuite, Hélène vous exposera le dispositif un peu différent qui a été mis en place pour la culture avec le pass culture. Donc, le dispositif passeport, c'est une aide financière de 50 € qui sera versée par l'État au club pour réduire le coût de l'adhésion et de la prise de licence sur l'année sportive 21-22. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, hein, ce paquet cadeau. Il s'adresse donc uniquement à des populations qui sont les plus fragiles. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Des populations les plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes de 6 à 18 ans, qui bénéficient de l'allocation rentrée scolaire, ou d'une allocation éducation enfant handicapé, ou d'une allocation adulte handicapé. Donc, ça va représenter à peu près 5,6 millions de jeunes, donc dans 3 millions de familles. Et ces publics-là, en fait, ce pas des publics qui, aujourd'hui, viennent spontanément dans les associations. Et donc, l'idée, c'est d'aller quand même, par ce dispositif, les chercher, leur faire savoir qu'ils ont le droit donc, à cette aide pour aller dans un club sur une pratique encadrée, et aller dans un club. Donc, les structures qui vont bénéficier de ce dispositif, c'est soit les associations et les structures sportives qui sont affiliées à une fédération agréée par l'État, c'est le cas de la FSCF, soit dans les QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville, et les territoires qui sont dans les cités éducatives. Là, le club aura juste besoin d'être agréé, mais pas du tout d'être adhérent à une fédération. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les clubs FSCF. Donc c'est vous. Vous en tant que dirigeant de club, ou vous en tant que dirigeant de comité, comment vous allez pouvoir actionner ce dispositif pour pouvoir intégrer des nouveaux adhérents. Donc, la période de ce dispositif ne court pas pendant toute l'année sportive. Ça va débuter par des actions, vous verrez, entre le 1er juillet et le 31 août, qui va concerner plus la structure associative. Et puis ensuite, entre le jour de la rentrée sportive, donc ça va être d'une façon arbitraire positionné au 1er septembre par l'État, du 1er septembre au 31 octobre. Normalement, ces 2 mois-là devraient permettre de toucher un maximum de jeunes et de dépenser, entre guillemets, la subvention que l'État a mis dans sa globalité pour ce dispositif. Si ce n'était pas le cas, on peut imaginer qu'il y aurait un prolongement dans le temps. Donc, les grandes étapes de ce dispositif, je vais vous montrer plutôt ça. On va aller de l'une à l'autre. Vous allez voir, il y a à la fois l'État, à travers les DRAGES, va avoir une action. Vous, en tant que club, vous allez avoir une action. Vous, en tant que comité, vous allez possiblement aussi avoir une action dans le dispositif.
Et donc, on va essayer de comprendre comment ça va fonctionner. Du coup, je ne sais pas si vous voyez tout l'écran, mais il y a donc tout d'abord une action qui va venir de l'étage étatique du gouvernement et donc du ministère des Sports, et qui sera d'informer concrètement la population du dispositif auquel elle a le droit. Et donc, ça va se faire cet été. Et dans les 15 derniers jours du mois d'août, toutes les familles qui vont pouvoir bénéficier de ce coupon de 50 € recevront un courrier papier qui fera office de bon de 50 € pour aller dans un club ou dans une association en QPV de leur choix. Préalablement à ça, vous, en tant que club, pendant l'été, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le compte asso, il va falloir vous référencer. Alors, le compte asso, c'est l'outil que vous utilisez si vous faites des demandes de subventions, et notamment les demandes de subventions PSF, donc ce qui a remplacé le CNDS. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous allez avoir un mode d'emploi qu'on vous transmettra et plein de documents qui vous permettront d'aller vous inscrire sur ce compte asso. Et sur ce compte asso, ça va être une inscription très simplifiée par rapport à ce qu'on vous demande quand vous déposez des demandes de subvention. Il va y avoir en fait une cage à cocher qui sera, en gros, le club est volontaire pour accueillir le dispositif Passeport. Donc ça, cette étape, elle sera obligatoire. Il faudra vous référencer, vous inscrire, puis vous référencer comme volontaire. Donc ensuite, la famille reçoit le coupon, le courrier coupon, va pouvoir consulter la liste des clubs volontaires, donc a priori sur le site du ministère des Sports, mais ça, c'est encore à éclaircir. Et puis, à partir du 1er septembre, vous, club, il va falloir que vous vous apprêtiez donc à accueillir ces bénéficiaires. D'abord pour une séance découverte. Et puis, si l'activité leur plaît, ils vous régleront l'adhésion et la licence en utilisant le coupon. Ce coupon, il est de 50 €. Donc, vous allez déduire de adhésion plus licence cette somme de 50 € et garder le coupon. Et vous allez devoir inscrire sur le compte asso les bénéficiaires que vous aurez reçus dans votre club avec les éléments qui sont inscrits sur le coupon. De façon régulière, selon l'avancée des inscriptions, il y aura très régulièrement, donc peut-être tous les 15 jours, une validation par les DRAGES. Les DRAGES, c'est les directions régionales académiques, jeunesse et sport. Pardon ? Oh. Et du coup, elles vont valider ces inscriptions. Préalablement, ce n'est pas elles qui vont régler, en fait, qui vont vous régler, vous club, ces 50 €. Elles auront défini, aussi pendant l'été, un tiers payeur, ça s'appelle. C'est-à-dire que ce tiers payeur, ça sera soit le comité départemental ou régional olympique, soit vous, comité régional ou comité départemental, et vous serez l'intermédiaire de la DRAGES. Parce qu'on part du principe que sur chaque région, potentiellement, le nombre de bénéficiaires est très important. Vous avez vu le nombre, 5 millions de personnes, ça fait beaucoup, même si on divise par 14 ou 16 régions. Mais si on rapporte ça ensuite avec des structures intermédiaires, ça devient plus gérable. Donc, on peut imaginer potentiellement que les comités régionaux ou comités départementaux FSCF deviennent des tiers payeurs, auquel cas la DRAGES leur enverra un document avec le nom du club et le nombre de coupons à rembourser et leur versera la somme en correspondance.
Et dans ce cas-là, c'est le comité qui fera l'intermédiaire et qui vous remboursera. Donc, c'est un dispositif qui est un peu lourd. Tout le monde en est d'accord. C'est un dispositif qui n'est pas encore complètement construit, qui s'est fait un peu en dernière minute, mais qui va se finaliser dans l'été. Cela dit, actuellement, le ministère des Sports produit énormément de documents, tant de promotion et de communication que de documents pour que vous puissiez vous acculturer à ce dispositif et le mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, quel est le rôle des structures fédérales? Ça va être pour les comités de pouvoir mettre en œuvre une information sur le dispositif auprès de leur club adhérent. Donc, s'il y a des réunions de rentrée qui se font, tout de suite pouvoir informer sur ce dispositif dont on aura déjà beaucoup plus de données. On aura la mécanique sur chaque territoire, donc ça sera des informations tout à fait pratiques et qui seront facilitatrices pour les clubs. Et il ne faudra pas les informer trop tard parce que potentiellement, à partir du 1er septembre, on peut voir des jeunes qui arrivent dans les clubs avec ce fameux coupon. Donc, il faut que les dirigeants, s'ils se sont inscrits sur le dispositif, puissent les accueillir correctement. Il faudra mettre donc un accompagnement à l'utilisation du dispositif pour les clubs et une promotion de l'affiliation à la fédération auprès des clubs à travers ce dispositif. C'est-à-dire que ces 50 €, ils servent à payer la licence, d'accord ? Et si la licence, comme à la FSCF, elle est moins chère que 50 €, là, on vient aussi prendre une part de l'adhésion. Mais il est clair que ce que souhaite aujourd'hui le ministère des Sports, c'est que prioritairement, ça soit pour payer les licences sportives. Pour vous, les clubs, donc, une inscription sur le compte asso cet été et puis une promotion du dispositif auprès des jeunes bénéficiaires que vous connaîtriez. Soit ils sont dans vos clubs déjà, et tant mieux, ça leur fait une petite réduc. Soit ils sont sur vos territoires, vous en connaissez par des intermédiaires et n'hésitez pas du coup à faire savoir par des prescripteurs que ce dispositif existe et que vous êtes prêt à accueillir ces jeunes. Donc, il va y avoir des documents et des outils ressources, comme je vous le disais, à la fois à partir de juin, là, on voit arriver des documents et on vous les transmettra. Il y aura l'identification des tiers payeurs pour que vous soyez au courant, donc ça aussi, on vous informera. Mais a priori, la DRAGES vous informera aussi localement. Et puis, vous aurez des tutoriels pour apprendre à accueillir et surtout accueillir le paiement et remboursement de ces jeunes. Ensuite, il y a des kits de communication, il y a des affiches, etc. et une foire aux questions très utile qui vous sera aussi transmise. Tous ces documents-là, vous les retrouverez sur le site du ministère des Sports, mais vous allez les retrouver aussi donc, sur le site de la FSCF. Et puis, dans le cadre du webinaire, on vous transmettra aussi un certain nombre, une note plus complète qui reprend tout ce qu'on va vous raconter ce soir sur l'ensemble des dispositifs avec des liens pour que ce soit plus facile pour vous pour retrouver les documents. Voilà les outils de communication qui sont en train de se construire et qui commencent à être diffusés et que vous pourrez du coup apposer sur vos sites internet si vous en avez ou imprimer pour faire un peu de pub si vous faites les forums des associations et que vous utilisez ce dispositif. Donc voilà, je vais pas trop en rajouter parce que je vais laisser du temps à mes camarades. Du coup là, si vous avez quelques questions ou des remarques. On a des questions, oui. On a des questions, Fabienne, dans le forum, du coup, de toutes sortes. Donc, je les prends en ordre. Les enfants de moins de 6 ans en situation de handicap ou non sont tombés aux oubliettes. Peut-on savoir si un dispositif d'aide serait mis en place ou s'il y a une souplesse pour le pass sport? Alors, à ce stade, non. Nous, on applique des recommandations gouvernementales. On utilise des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui par le ministère des Sports, mais par contre, on pourra leur remonter ces informations. Alors, si ce n'est pas pour la rentrée 21, ce sera peut-être pour la rentrée 22. Alors, je pense que ça colle aux aides qui sont distribuées dans le cadre de la rentrée scolaire.
Et je ne sais pas si en dessous 6 ans, on distribue comme... même si l'école est obligatoire maintenant, à partir de 3 ans, ben, je ne suis pas sûre qu'ils aient des aides, puisque on demande beaucoup moins d'acheter de matériel, etc. Tout est fourni en école maternelle d'habitude. Donc là, c'est vraiment une aide pour la rentrée sportive. Et là, on pourra dire peut-être au ministère qu'effectivement, là, par contre, il existe des sections spécifiques, et notamment pour éveil de l'enfant, qui nécessite quand même l'achat peut-être d'une paire de baskets ou de chaussons, etc. Et que peut-être ça serait bien, même si l'aide n'est pas de 50 euros, de proposer quelque chose. Donc on fera le relais. Est-ce que le passeport remplace les bons CAF? Non. Non. Je ne pense pas. Je pense que ça se cumule. Ou avec des aides des conseils départementaux locaux également. Alors ça se cumule, c'est sûr, voire de la mairie. Et c'est pour ça que pour vous, club, ce dispositif vous paraît peut-être moins compliqué qu'à nous, technocrates, dans nos bureaux à la fédération, parce que je sais que vous les utilisez, pour les avoir utilisés moi aussi dans mon club. Je sais que ça s'utilise et qu'on commence à manipuler ça et qu'on sait aussi parfois demander des chèques de caution à certaines familles qui parfois utilisent des bons qui sont un peu fraudés. Alors, une question, mais la réponse, c'est bien, les gens font les questions et les réponses, c'est super. Le CD doit-il avoir un compte asso? S'il a fait une demande de PSF, on espère qu'il est bien passé par le compte asso. Et voilà, les jeunes devront-ils être licenciés? Oui. Ce sera-t-il vérifié? Par qui? Eh bien, voilà, c'est la bonne question. C'est plutôt du respect du protocole, j'ai envie de dire, ou du respect du dispositif, comme le dit Fabienne. Voilà, ça correspond à une prise de licence. Il serait de bon ton que la licence soit prise. Voilà, l'intérêt du dispositif, c'est clairement de servir, d'aider les clubs fédérés. Sinon, on ne serait pas passé par les fédérations. Ils seraient débrouillés pour faire des aides directement par d'autres structures qui savent très bien les gérer aujourd'hui. Si on vous demande de faire l'effort, on demande aux fédérations de gérer de l'État, de l'argent public, quelque part, c'est bien pour qu'il y ait des retombées aussi dans vos associations. Mais c'est une question parce qu'il y a des clubs qui ne licencient pas tout le monde. Donc, ces enfants-là qui auront bénéficié d'une aide de l'État, ça me paraît logique qu'ils soient licenciés, ceux-là, au moins. Voilà, mais ça, c'est vraiment à vous, dirigeants de club et dirigeants de comité, d'insister là-dessus. C'est clairement pour l'achat de la licence et ensuite une partie de la cotisation et pas l'inverse. Fabienne, je me permets de compléter. Nous, on a été à une visio de la Dragesse, Pays de la Loire, et du coup, nous, le rôle du comité régional, c'est de vérifier du coup que ces personnes-là sont licenciées avant de demander le remboursement. Donc, peut-être qu'il y a d'autres Dragesses qui auront aussi cette procédure. Mais c'est très bien parce que tu vois, c'est pas des infos qui nous avaient été données. Là, j'ai eu une visio moi avec le ministère sur le dispositif il y a 2 jours et on n'a pas eu justement ces infos-là et on avait bien fléché l'écueil, 2-3 écueils qui pouvaient venir. Donc là, c'est très bien si la Dragette vous a demandé ça. Ouais. Après, ça vous demande du boulot supplémentaire. Oui, mais donc, peut-être. Bon, la ville de Nantes a mis en place une carte blanche par les CCAS. Donc la question, Martine, oui, je pense que l'aide, il vient de l'État, il se cumule aux aides des communes, comme il se cumule aux aides des conseils départementaux. Les CCAS interviennent sur ces familles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont sorties du dispositif puisqu'elles sont éligibles à l'allocation rentrée scolaire. Donc on est bien, Fabienne, sur une situation de cumul des dispositifs. Voilà. Oui, si les communes et les départements continuent leur dispositif de leur côté. D'accord. Voilà. Okay. Il faut que l'information redescende dans les assos, eh bien, elle arrive par la lettre info. Et la lettre info, elle va aussi aux associations, normalement. C'est déjà arrivé, hein? C'est arrivé déjà. Donc, du coup, pas de souci. Ça ne passe pas seulement que par les structures qui, normalement, redistribuent bien, mais il vaut peut-être mieux l'avoir 2 fois qu'une. 50 € de réduction du... technique. 50 € de réduction ou uniquement du montant de la licence? Ben non, je crois que tu as déjà répondu à cette question, Fabienne. C'est pas parce que la licence fait moins de 50 € qu'on ne perçoit pas les 50 €. L'État ne nous demande pas le prix de la licence. Non, voilà. Et puis généralement, la licence vient se cumuler le prix de l'adhésion. Et donc, ça sert normalement à
à payer les deux. Donc, si vous êtes en dessous de ce tarif-là, et ben, vous allez quand même encaisser 50. Hein. Voilà, c'est là, ça. Voilà. L'État n'a pas prévu de faire du 35 euros 52. Quoi, hein. Ben oui. Et du coup, après, on me dit, bon, Françoise, voilà, le public fragile, ce ne sont pas que les jeunes, mais aussi les femmes, lorsqu'elles sont en difficulté, qui renoncent. Oui, Françoise, c'est vrai, ben, c'est un autre combat. Mais voilà, ça fait partie des choses qui ne sont pas dans le dispositif de cette année, mais qui seront portées aussi. On sait bien, d'ailleurs, la pratique féminine fait partie du champ d'action du PSF de mémoire. Donc, ça existe bien à un autre niveau. Oui. Mais c'est important de le rappeler. On va passer au Pass Culture, si vous voulez bien, parce que tous ces sujets-là sont passionnants. Je dis juste en passant que si vous avez d'autres questions, même si on change de sujet, vous n'hésitez pas. Et que peut-être, là, il me traverse l'idée, après le pyjama, qu'on pourrait peut-être préparer un tuto, nous, de notre côté, sur comment je me déplace dans le compte asso, parce que je crois que tout le monde n'est pas forcément encore aguerri à ça. Les associations qui n'ont jamais ouvert ce compte, et peut-être qu'on pourra nous voir comment vous accompagner. Bon, là, il va y avoir l'été, mais comment on peut faire pour vous accompagner là-dessus, pour désamorcer un petit peu l'arrivée sur ce compte. Donc, on aura l'occasion de se reparler, peut-être même de se revoir, qui sait. C'est à Hélène maintenant de nous raconter tout ce qui va se passer sur le Pass Culture. Eh bien, merci beaucoup, Dominique. Donc, Hélène Borden, comme a dit Dominique tout à l'heure, je suis chargée de projets culturels et de jeunesse éducation populaire à la FSCF depuis peu, donc depuis 2 mois maintenant, mai 2021. Et je vais vous parler du Pass Culture, mais avant ça, avant de vous partager mon écran, je voudrais juste vous poser une petite question à laquelle vous pouvez répondre à main levée ou à la voix si vous n'avez pas vos caméras. Ce serait juste de savoir un peu qui a déjà entendu parler du Pass Culture ici. Ok, donc quelques mains se lèvent. D'accord, super, c'est très bon à savoir. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, je vous partage tout de suite mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Voilà, super. Donc qu'est-ce que c'est que le Pass Culture? Donc, c'est un des grands chantiers culturels du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est vraiment un des dossiers prioritaires du ministère de la Culture. Voilà, qui a été généralisé assez récemment à tout le territoire depuis donc, le 21 mai 2021. Mais il faut savoir que c'est en expérimentation dans plusieurs régions de France et d'outre-mer, il me semble, depuis 2 ou 3 ans. Il me semble que c'est peut-être 2018. Voilà, donc les objectifs du Pass Culture, c'est donc d'améliorer l'accès à la culture pour les jeunes via une aide financière et également de favoriser une meilleure visibilité des actions culturelles sur un territoire. Grâce à une application en fait, qui propose un service de géolocalisation et un service d'agenda. Donc, il y a vraiment ces 2 enjeux-là qui sont bien identifiés. Il y a donc encourager, entre guillemets, la consommation culturelle pour les jeunes, voilà, les encourager à aller voir des spectacles, à aller prendre des cours, etc. Parce qu'il y a aussi vraiment tout le côté pratique amateur qui est donc là un endroit intéressant pour nous à la fédération. Et également cette ambition d'être un outil de référencement de l'offre culturelle, donc vraiment géographiquement sur un territoire donné. Voilà pour vous expliquer dans les grandes lignes. Alors, à qui s'adresse le Pass Culture et donc quelle offre-t-il? Donc, il est réservé aux jeunes âgés de 18 ans. Les jeunes qui n'ont pas la nationalité française peuvent tout de même bénéficier du Pass Culture s'ils résident en France depuis plus d'1 an, il me semble. Voilà, et en fait, ils bénéficient donc de 300 € en bons d'achat qui sont utilisables pour des dépenses culturelles et qui vont pouvoir utilisés donc, dans différents types d'activités. On va donc retrouver les spectacles, bien sûr, donc par exemple des places de concert, des places de théâtre, d'opéra, de cinéma, voilà. Et il n'y a donc pas de limite budgétaire pour les spectacles. Donc, le jeune peut utiliser son Pass Culture à hauteur de 300 €, par exemple. On va retrouver également les cours de pratique, donc pareil, la danse, le théâtre, l'art plastique, la musique, etc., etc. Il n'y a pas non plus de limite budgétaire sur les cours de pratique. Ouais, non, il n'y a pas de limite budgétaire. Le Pass Culture donne également accès à des biens culturels, donc c'est-à-dire des biens physiques comme des livres, des CD, des DVD, également des instruments de musique. On a remarqué que sur les premières expérimentations, que de nombreux jeunes utilisaient le Pass pour des instruments, étant donné que c'est quand même un petit budget, ou des œuvres d'art. Voilà, et pour finir, il y a également donc, des biens numériques, c'est-à-dire l'accès à la presse en ligne,
l'accès à certains sites de streaming, donc notamment ceux qui payent leurs impôts, c'est-à-dire, il me semble qu'il y a donc OCS et Canal+, qui ont été identifiés. Voilà, des sites de musique en ligne, des jeux vidéo, des conférences, etc. En revanche, pour les biens numériques, il y a un plafond qui est fixé à 100 €, il me semble, et qui est un petit peu plus élevé dans les DOM-TOM. Voilà, donc comme l'application est géolocalisée, l'offre varie bien sûr d'un département à l'autre. Et donc, bon, vous l'aurez compris, les activités sportives ne rentrent pas dans ce dispositif. Et donc, pour information, le gouvernement a donc annoncé l'extension du pass culture pour la rentrée pour janvier 2022. Donc, le pass culture sera étendu également aux collégiens et aux lycéens. Alors, les montants seront moindres. Il me semble que c'est peut-être 50 € ou 50 € pour les collégiens et un petit peu plus pour les lycéens, et qui seront accompagnés en fait dans leur utilisation des bons d'achat pour être un peu sensibilisés justement à l'économie de la création et aux différentes offres qu'ils peuvent trouver. Voilà, donc en pratique, comment ça se passe? Alors en fait, il y a une application qui existe, donc qui est téléchargeable Google Play, App Store, etc. Et également un site internet qui ont été créés à cet effet. Donc pour le jeune, il suffit d'aller sur l'application, de se créer un espace personnel et de remplir un dossier d'inscription avec quelques questions et notamment quelques formalités administratives, mais vraiment c'est rapide, c'est envoyer sa carte d'identité et peut-être un justificatif de domicile. Voilà, donc le dossier est vérifié et puis dans la journée qui suit, on reçoit un mail de confirmation et c'est à ce moment-là qu'on reçoit donc ce chèque culture, entre guillemets, donc de 300 €. Donc, c'est voilà, une espèce de portefeuille numérique qui est donc matérialisé par des bons d'achat, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être utilisés en plusieurs fois. À partir de l'activation du compte, ces bons d'achat peuvent être utilisés pendant une durée donc, de 2 ans. Et à noter quand même que tout ce qui est donc, bien physique, comme on disait tout à l'heure, donc les livres, les instruments de musique, les œuvres d'art, etc., ne peuvent pas être livrés. Les jeunes doivent se déplacer dans des commerces de quartier ou des points relais pour aller les retirer, pour éviter que le pass culture ne bénéficie qu'aux gros transporteurs, comme par exemple Amazon. Voilà pour ce qui est du côté un petit peu plus pratique. Et du coup, la question qui nous intéresse tous, donc quel est donc le rôle pour la fédération dans le déploiement de ce dispositif? Déjà, j'aimerais bien souligner que le pass culture, c'est vraiment une opportunité pour la fédération parce que pour nous, c'est vraiment un outil pour faire connaître nos associations FSCF. Et bien sûr, il ne faut pas occulter le fait que ça peut générer de nouvelles adhésions et en ce moment, on en a tous besoin. Donc voilà, en tant que fédération, on a un rôle à jouer à 2 endroits. Le premier, c'est donc d'encourager nos associations, donc vos associations, à s'inscrire sur l'application ou sur le site pour donc promouvoir leur offre culturelle et faire connaître les activités qu'elles proposent. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il y a un espace dédié, acteur culturel, voilà, comme son nom l'indique. Et c'est pareil, il faut se faire un compte activité et puis ensuite, on peut commencer à proposer un peu des activités et des spectacles, des cours de pratique. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses. Et le deuxième endroit où donc, on peut jouer un rôle, c'est donc en relayant le dispositif auprès des jeunes adhérents de nos associations, puisque c'est quand même pour eux que ce dispositif a été créé. Et voilà, c'est quand même une belle opportunité, je trouve, de pouvoir découvrir un peu plus d'offres culturelles. Pour faire un petit parallèle avec le passeport, je ne sais pas si peut-être la question va m'être posée ensuite, mais j'ai cherché, je n'ai pas réussi à trouver la réponse pour savoir si le pass culture pouvait financer des cotisations aux associations. Je pense que oui, parce que l'association est libre de proposer ce qu'elle veut comme activité. Donc, je pense que c'est possible de proposer une inscription avec des cours qui vont aller avec, des spectacles, etc., etc. Donc, je vais quand même revérifier et puis si je trouve l'information, je vous la diffuserai donc, dans les documents qui seront diffusés à la suite du webinaire. Mais voilà, je préfère vous le dire en amont avant que la question me soit posée. Donc, voilà pour le pass culture. Et je voudrais juste faire un petit point qui n'est pas sur la slide, juste pour finir, s'il me reste 1 ou 2 minutes. Donc, sur le plan fanfare, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est donc un plan de subvention qui a été déployé depuis mai 2021 en direction des associations de pratiques amateurs, donc orchestre et batterie fanfare. Voilà, il y a une première session
en mai 2021, donc très axé sur des thèmes comme la formation des amateurs, le développement des collaborations entre associations et collectivités territoriales et la sensibilisation à la pratique orchestrale et de batterie fanfare sur des territoires élargis. Je voudrais juste vous prévenir donc que la deuxième session aura lieu en avril-mai 2022 parce qu'il était prévu qu'il y ait une session donc en septembre, donc à la rentrée, mais voilà, elle a été décalée en avril-mai. Donc, si vous avez des associations qui sont intéressées ou qui avaient envisagé de déposer un projet, voilà, vous pouvez toujours leur relayer cette info. Voilà pour moi, pour le Pass Culture. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire sur ce sujet? Merci Hélène. Oui, il y a quelques questions. Déjà, je vais les prendre à l'envers cette fois-ci. On nous communique le site passculture.fr, donc je pense qu'il peut intéresser tout le monde. La question que tu pensais avoir et à laquelle tu nous proposes de reporter la réponse, c'est est-ce qu'on peut aller sur des activités justement sur la danse ou des choses comme ça? Ah oui, tout à fait. Voilà, à partir de 18 ans, oui, mais jusqu'à quel âge et y a-t-il des conditions, nous demande-t-on? Alors, donc on peut se faire un compte Pass Culture à partir de 18 ans et ce durant toute l'année de ses 18 ans, donc jusqu'à la veille de son 19e anniversaire. Voilà, comme je disais tout à l'heure, donc ce Pass Culture est utilisable pendant 2 ans à partir de l'activation du compte. Et les conditions, c'est donc d'avoir 18 ans et de résider en France depuis plus d'1 an. Donc voilà, c'est assez simple, hein, somme toute. Voilà, donc il reste à éclaircir le fait qu'on puisse l'utiliser pour une pratique artistique dans une association, voilà. A priori, alors pour moi, voilà. On peut, en fait, les cours de pratique sont inclus dans le Pass Culture. Sont inclus, sont accessibles. Donc ça, c'est sûr et certain. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le Pass Culture peut financer une cotisation dans une association? Moi, je pense que oui, parce que ça rentre justement dans les cours de pratique. Et comme je disais tout à l'heure, les associations sont libres de proposer leur propre offre, entre guillemets, sur leur compte activité, en fait, sur leur compte acteur culturel. Donc, je pense que oui. Maintenant, comme je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais quand même revérifier à la suite du webinaire. Mais voilà, je pense qu'on va quand même avoir une réponse positive pour les c'est intéressant parce que c'est quand même une somme importante à mobiliser qui n'a rien de comparable avec les 50 €, mais ça, on évitera la question. Voilà, le tout, c'est de profiter, entre guillemets, de tout ce qui est accessible pour les personnes concernées. Voilà. C'est ça. Bon, bah, écoute, parfait. Merci Hélène. Pendant qu'on va repasser la parole pour la carte passerelle, c'est Fabienne qui va reprendre le relais. Et c'est parfait parce qu'il y avait une petite question qui était arrivée en fin d'intervention précédente. Si le jeune fait 2 sports dans 2 clubs, a-t-il le droit à plusieurs coupons de 50 €? Alors, remets ton micro, Fabienne, parce que ça va être… Pardon, excusez-moi, oui. Donc, non, c'est un coupon par jeune pour l'année. Donc, il aura le droit une fois à 50 €. En tout cas, les règles du jeu, pour l'instant, sont celles-là. Bien, donc on passe maintenant à un autre dispositif qui va nous être présenté par Fabienne, c'est la carte passerelle. Non, c'est Patrick qui présente la carte passerelle. Ah, pardon, oui. Ah bah oui, Patrick, on avait dit, mais en 3, ouais, bah, je me trompe. On a pourtant fait une liste. Hein. Patrick, es-tu avec nous? Comme tu veux, Dominique. Allez, non, pas comme je veux, ça se saurait. Donc, ça sera dans le rôle du vice-président aux activités sportives, Patrick Laurando. Si Patrick arrive à partager l'écran. Mais arrêtez de vous sous-estimer, là, ils vont se demander. Ben voilà. Ah, oui, bon. Je te l'avais fait, Patrick. Donc, du coup, je ne sais pas trop. C'est bon, vous voyez ou pas? Magique, c'est magique. C'est bon? Mais oui, mais carrément. Non, parce que je ne me vois pas. Donc, alors, hop, où est-ce que je vais? Ici, peut-être. Bien, ben, si vous voyez, la carte passerelle. Donc, c'est un dispositif par rapport aux scolaires. Scolaires de l'école primaire CM1, CM2 et également de 6e via les structures sportives des écoles, l'USEP, je vous ai mis en bas l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, l'UXEL, donc la Fédération sportive éducative de l'enseignement catholique, et l'UNSS pour les 6e, l'Union nationale du sport scolaire. Donc, tous les enfants de cette tranche d'âge recevront via leur établissement, professeur d'éducation physique ou enseignant pour le primaire, donc un flyer d'information pour
aller dans un club. Et le club qui s'inscrira donc sur mon club près de chez moi, pourra, comment dire, accueillir pour 3 séances maximum des enfants donc, pour découvrir les activités. Ce dispositif qui est déjà en place depuis 2 ou 3 ans, cette année, donc, il a la nouveauté d'être possible sur toute l'année scolaire, sachant qu'un enfant peut faire plusieurs associations, bien évidemment, pour faire plusieurs essais. Et avec sa carte passerelle, donc, l'association aura notifié donc, la présence, le passage de l'enfant vers une inscription, une licence, le but étant justement de faire comment dire, le lien entre le sport scolaire et le sport associatif. Je suis un club volontaire pour participer à l'opération, donc le club qui souhaite participer donc, doit être référencé, bien évidemment, pour qu'on puisse venir vers lui, parce que la personne qui a la carte passerelle ira sur ce site de référence pour savoir quelles sont les activités qui sont à proximité de chez lui. Et comme je viens de vous le dire, le club s'engage donc à accueillir gratuitement l'élève à raison de 3 séances maximum, bien évidemment dans la limite des places disponibles, parce qu'on sait très bien que dans certains endroits, c'est compliqué de pousser les murs. Mais voilà, si on ne peut pas y aller au mois de septembre, pourquoi pas y aller dans le courant de l'année à un autre moment. Toujours est-il que les clubs donc, fédérés peuvent être référencés, être éligibles pour participer à ce dispositif. Je vais assez rapidement sur la couverture d'assurance des personnes qui viennent dans les associations. C'est à l'initiative du CNESF que s'est mis en place cette carte passerelle, et c'est donc le CNESF qui a une couverture d'assurance pour toutes les séances, les 3 séances de découverte et d'initiation que vous allez proposer. Voilà, je suis peut-être un peu rapide. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas. Pour le moment, on n'a pas de questions, mais il y a peut-être le moment de la découverte et de la prise en compte des informations. Donc, oui. Voilà, on va laisser tout ça se déposer. Je rajouterai qu'on a un partenariat privilégié donc, avec Luxel, comme vous savez les uns les autres, et que quelque part, il serait intéressant que dans nos associations et les contacts avec donc, les établissements scolaires, principalement donc l'école primaire par rapport au CM1, CM2, bien évidemment, et puis les collèges par rapport au 6e. Je dirais que ça se passe aussi un petit peu dans les 2 sens. Certes, vous devez vous référencer, mais également, d'autant plus si vous êtes référencé, faites la démarche auprès des établissements pour faire savoir que… Alors, est-ce que je peux… attendez, j'avais… Non, c'est pas ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne sais pas, j'avais un exemple de carte passerelle de Luxel et je suis perdu dans mon affichage. Peut-être fermer cet écran et de retrouver l'autre plus tard. Pendant ce temps-là, on nous demande, le jeune peut-il tester plusieurs clubs en fait? Bien sûr. Et faire 3 séances dans plusieurs clubs, parce que du coup, il peut faire 3 séances, ça peut durer 1 an. Hein. On peut voir ça comme ça. Je rigole. Non, mais l'idée, c'est peut-être voilà, d'essayer, puisque le principe, c'est d'essayer, justement. Est-ce que vous voyez la carte passerelle que j'affiche? Que moi, je ne vois oui, pas. On voit, Patrick. D'accord. Donc voilà, c'est le document que Luxel National a envoyé à tous les établissements scolaires, primaires et 6e. Donc, tous les établissements scolaires vont avoir eu ce document et puis le tableau de suivi avec des activités club quand ils viennent. Et vous pouvez constater qu'il y a effectivement plusieurs clubs possibles avec séance 1, 2 ou 3. Voilà comment se fait. Je pense que l'UCEP et l'UNSS auront aussi leur document qui ressemblera bien évidemment à cela, et qui reprend entre les 3 séances gratuites la prise en charge pour l'assurance
Et le dispositif est gratuit. Et si vous avez besoin de plus de renseignements sur 4passerelles@cnosf.org, puisque c'est initié au départ par le CNOSF. Voilà. Merci Patrick. Voilà, un dispositif encore à ajouter aux autres. Cette fois, je ne me trompe pas, c'est bien Fabienne qui va reprendre la parole pour nous présenter un quiz sport pour toi. Avec un petit peu de son. Fabienne, s'il te plaît. Ouais, désolée. Voilà. Donc, j'ai que 2 diapos là. Ça va aller vite parce que c'est un dispositif qui est en train de se mettre en place et en pleine construction au sein du CNO, mais qui va faire du lien aussi avec le dispositif carte passerelle. Donc, ça s'appelle Quel sport pour toi? En tout cas, c'est son nom actuel. Peut-être que ça va évoluer pendant l'été. Et du coup, voilà. Donc, c'est un dispositif qui est lié également à mon club près de chez moi. Donc, ça suppose que votre club soit référencé sur cette plateforme donc, qui dépend de Bisport. Ce qui était également le cas donc, si vous voulez profiter du dispositif carte passerelle. Donc là, il faudra dire effectivement que vous êtes d'accord pour accueillir des jeunes dans ce type de dispositif. Donc l'idée, en gros, c'est de définir un espèce de questionnaire qui permette aux jeunes de pouvoir identifier le sport qui est le plus adapté à leurs appétences et à leurs conditions physiques, etc. Et donc, là, en ce moment, il y a le mouvement sportif, donc quelques fédérations phares. Il a fallu qu'on se batte pour que les fédérations affinitaires puissent disposer aussi de ce dispositif. Donc, ils travaillent au sein d'un groupe de travail au CNOSF. Donc, il y a Victor, là, qui est salarié au siège, qui a participé à la dernière réunion. Donc, il travaille sur ce questionnaire et le jeune remplira le questionnaire et suite à ça, il y aura une orientation vers les clubs qui répondent le mieux à ses appétences, on va dire, qui sont à proximité de chez lui. Et il pourra également aller tester au sein de l'association avant de prendre sa licence et son adhésion. Donc, c'est très simple comme dispositif, mais il faut qu'on soit en accord. Le plus difficile, c'est de construire le questionnaire pour que, justement, on arrive à orienter de façon simple, plutôt vers un sport collectif ou individuel, plutôt sur un niveau débutant, ou plutôt vers de la multi-activité. Enfin, voilà, selon le type de jeunes, pouvoir bien identifier vers où on l'envoie pour qu'il ne soit pas déçu et que ça réponde bien à ses besoins. Donc, je pense que dans l'été, on aura plus d'informations à vous donner sur ce dispositif pour que vous puissiez vous inscrire également et référencer votre club. Alors, dès maintenant, si votre club n'est pas référencé dans la plateforme, là, Mon Club près de chez moi, vous pouvez le faire. Et il y a déjà donc pour la carte passerelle, en bénéficier, mais aussi d'autres éléments, puisqu'il y a une promotion via une cartographie de l'ensemble des clubs qui sont inscrits, c'est gratuit, sur cette plateforme. Merci Fabienne. Avant de passer je vous ai dit que c'était intense ce soir, alors il ne faut pas perdre le fil. Avant de passer à l'attestation d'honorabilité, on a des questions sur le sujet précédent qui peuvent interpeller Fabienne et Patrick d'ailleurs. Alors je ne sais pas si c'était la carte passerelle ou bref, la FSCF proposera-t-elle un document analogue? Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit détail sur cette question de Anne? Oui, c'est moi qui ai posé la question. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Je voyais un document qui était avec les logos. Je crois avoir reconnu celui de Luxel. Je ne sais plus. Est-ce qu'on peut avoir ce type de document avec le logo FSCF et que les clubs fassent les démarches auprès des collèges
du secteur? Alors, c'est vraiment Alors, est-ce que c'est uniquement les fédérations scolaires qui sont à l'initiative ou est-ce que nous, FSCF, pouvons avoir l'initiative de contacter nos collèges de secteur ou collèges partenaires même? Alors, la carte passerelle, la diffusion, elle arrive par les fédérations sportives scolaires. Après, je dirais que les fédérations sportives scolaires ont fait leur document carte passerelle et les jeunes vont venir dans l'association avec cette carte. Au demeurant, si vous êtes inscrit et référencé pour accueillir justement cette tranche d'âge, rien ne vous empêche de communiquer qu'avec le logo de la FSCF et que vous êtes à accueillir via la carte passerelle. Mais ce n'est pas sur le document je dirais, des fédérations qu'on pourra rajouter le logo de la fédération. D'accord. Et donc, les contacts sont plutôt à prendre avec les proviseurs ou plutôt avec les référents USEP, UXEL, UNSS? Non, c'est directement à l'établissement. D'accord. Donc, les chefs d'établissement primaires où l'information va arriver par les enseignants de CM1, CM2 et par les professeurs d'éducation physique de 6e. De 6e, oui. D'accord. Donc, c'est les chefs d'établissement qu'il faut, à la limite, rentrer en contact avec eux. Et comme on a le partenariat avec l'UXEL, c'est aussi une porte d'entrée pour faire savoir à l'UXEL qu'on existe. Très bien. Merci. Merci Patrick. Et tu avais remis d'ailleurs cette réponse, je ne l'avais pas vue, dans l'espace de discussion. Voilà, Fabienne, toi pour l'attestation d'honorabilité, vous avez peut-être déjà entendu parler de tout ça, mais il nous semblait intéressant d'anticiper un petit peu ce qu'il est possible que vous trouviez dans vos boîtes mail à la rentrée. Donc Fabienne va vous dédramatiser un petit peu ce document. Oui, donner du sens peut-être à tout ça. Donc, ce dispositif, il a 1 an, il a été mis en place donc, par la ministre des Sports qui, suite aux révélations d'un certain nombre de cas de violences sexuelles dans le milieu du sport, a souhaité étendre le dispositif qui existait aujourd'hui sur les éducateurs sportifs rémunérés aux bénévoles. Et la FSCF l'a mis en œuvre pour ces structures déconcentrées, donc les comités régionaux et les comités départementaux, donc pour notamment tous les dirigeants de ces structures. Donc ça, depuis le 1er septembre 2020, c'est mis en œuvre. Et à la rentrée, grâce à Adagio, ça va être mis en œuvre sur les associations. Donc, il s'agit tout simplement de systématiser le contrôle de l'honorabilité des bénévoles dans les associations sportives. Donc, grâce à la vérification des antécédents judiciaires qu'ils peuvent avoir. Donc, en gros, ça va être… alors, je ne connais pas exactement le dispositif tel qu'il va se présenter sur Adagio, mais je connais sa philosophie. Donc, il va falloir que la fédération puisse transmettre un fichier dans lequel ne figurera que les personnes qui sont en position de dirigeant ou d'encadrant et avec un certain nombre d'éléments d'identité de cette personne. Donc, c'est son genre, son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis, ce fichier, donc, il va être transmis via une plateforme sécurisée au ministère des Sports, qui va être en lien avec le ministère de la Justice et qui va effectuer en fait un croisement automatisé de ces données-là avec le fichier qu'ils ont, eux, qui est le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, qui s'appelle plus communément le FIGEFS. Donc voilà, et puis le ministère, en généralisant ce dispositif, quand les deux fichiers vont se croiser, ça va faire ressortir un certain nombre de personnes qui ont des antécédents parce qu'ils ont été condamnés dans un temps donné. Ils ont encore dans leur casier judiciaire en fait, des condamnations à la fois sur des violences sexuelles
ou des comportements déviants, on va dire, d'une manière générale, que ce soit des crimes ou des délits. Donc ça, c'est la mécanique. Sauf que les personnes en fait, qui vont être contrôlées doivent être informées qu'ils vont être contrôlés, doivent donner leur consentement. Donc, en fait, les dirigeants et encadrants de vos associations vont avoir à donner, à signer une attestation sur l'honneur ou à donner leur accord pour dire qu'ils sont OK pour se faire contrôler. Si par hasard, ils ne le seraient pas, vous, en tant que dirigeant de club ou de comité, votre rôle, c'est de lui dire « Ok, tu n'es pas contrôlé, mais je ne peux pas te maintenir dans ton rôle de dirigeant ou d'encadrant à partir du moment où tu refuses cette procédure, puisque tu nous mettrais hors la loi si on te maintenait. » Voilà, c'est aussi simple que ça, et les attestations, faut les garder, puisque on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui dise « Ah, mais moi, je n'ai pas été au courant, on ne m'a pas demandé mon accord, etc. » Encore une fois, je n'ai pas participé depuis mon arrivée à la fédération à une formation sur Adagio, donc je ne sais pas bien comment ça se présente, mais je pense que tout ça, la mécanique est bien huilée et que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre. Par contre, c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer dans vos associations, faire beaucoup de pédagogie et en fait, même si certaines personnes sont un peu choquées par ce contrôle, aujourd'hui, il y a des cas de violence déclarés et des cas signalés au sein de notre fédération. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, de ces comportements. Donc, on se doit d'anticiper, et si une personne ne remplit pas toutes les conditions, on n'a pas à la mettre en position d'encadrant ou de dirigeant. Une fois que le nom sera remonté, sachez qu'il y a quand même un secret sur l'instruction et que ce type d'information ne doit absolument pas circuler et être divulgué à tort et à cri, et vous n'avez pas à vous faire justice vous-même. De toute façon, vous serez en tant que dirigeant, si c'est à toute votre association, vous serez au courant, mais surtout, il y a 2 personnes qui sont habilitées au sein de la fédération pour traiter ces cas-là sous le secret. Voilà, donc vous serez au courant parce que vous allez avoir quelque part aussi un contrôle. C'est à vous que va incomber le fait d'expliquer à cette personne que en fait, il va falloir lui retirer son rôle. Elle peut continuer à être licenciée et participer à vos sorties, etc. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une justice. Elle a été condamnée, elle est dans le fichier, elle a payé sa peine, donc elle peut continuer à être licenciée dans votre club. Par contre, elle ne peut pas être en situation en fait, de puissance, entre guillemets, sur des gens qu'elle encadrerait ou qu'elle dirigerait. Donc vous, votre rôle, ça va être de lui dire, voilà, on ne va pas en faire un drame, on ne fera pas de publication. Par contre, on va trouver une explication et tu vas cesser tes activités. Par contre, tu seras toujours accueilli, etc. Et à la fédération, les 2 personnes qui sont habilitées, leur rôle, ça sera effectivement de vous accompagner dans cette démarche s'il y a besoin, et puis de contrôler que vous faites bien cette démarche aussi. On a une convention à la fédération avec Colosse au pied d'argile, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est une fédération qui traite ce type de problématiques. Et donc, au-delà du contrôle de l'honorabilité de nos bénévoles engagés, quand même, aujourd'hui, l'idée, c'est de faire beaucoup de prévention. Et donc, voilà, ça va être aussi une de mes missions, là, à côté avec Stanislas, qui est au service juridique. On va travailler ensemble pour développer des actions de prévention, des outils pour que vous soyez outillés aussi pour expliquer aux jeunes ce qu'est un comportement déviant, pour qu'eux ne les reproduisent pas ou ne les produisent pas, et pour qu'ils puissent aussi alerter s'ils sont dans une situation de ce type-là. Donc tout ça, c'est des éléments qui n'existaient pas, on va dire, quelque part en termes de prévention. On n'avait pas les outils, on ne savait pas trop comment faire, et du coup, on ne savait pas trop si c'était à nous de le faire. Et aujourd'hui, on est vraiment outillés pour le faire, donc il faut absolument le faire.
Et en tant que dirigeant, voilà, vous dire que ça peut toucher des personnes de vos proches, hein, vos enfants, vos petits-enfants. Donc, voilà, se dire qu'à ce titre-là, il faut absolument mettre en œuvre ces activités, ces actions-là. Alors, on a 2 questions, Fabienne. Est-ce que ça sera aussi obligatoire pour les entraîneurs mineurs? Bonne question. Je pense que oui, hein, il n'y a pas de raison hein, dans la philosophie du dispositif, mais il faut que je vérifie. Donc ça, c'est une question. On pourra rajouter une réponse peut-être dans l'outil là qui permet de revenir sur les webinaires. En soi, je pense que c'est à partir de 16 ans, du coup, qu'ils sont entraîneurs. Je ne sais pas s'ils peuvent l'être plus tôt. Voilà, et du coup, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne soient pas soumis à ça, mais je vérifie avec Stan. Et du même ordre, qu'en est-il des personnes bénévoles qui ne sont pas en situation d'encadrant, en fait? On parle du bénévole dans l'association. Alors, je pense qu'à terme, on va avoir un contrôle de toutes ces personnes. Mais pour l'instant, vous imaginez bien le nombre de personnes que ça amène à contrôler. Donc, le dispositif, il est en train de se mettre en place et il va s'étendre au fur et à mesure. À titre indicatif, hein, du coup, il a commencé au 1er septembre dernier et normalement, il devait être systématisé sur toutes les fédérations à partir du 1er janvier. Donc, toutes les fédérations devaient être prêtes à fournir ces fichiers à partir du 1er janvier au ministère des Sports. Et en fait, là, on est fin juin et ils en sont toujours à expérimenter le truc avec 2-3 fédérations. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Hein. Il y a la théorie, encore une fois, et la pratique. Et du coup, croiser des fichiers avec des millions de personnes, c'est pas si simple. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est d'avoir des fichiers qui matchent bien, quoi, et que le nom soit bien écrit de la même façon, voilà, que la date de naissance soit bien la même. Voilà, et il y a toujours des petits bugs. Donc là, pour l'instant, ils sont toujours en phase expérimentale. Mais je pense qu'à terme, effectivement, ces bénévoles qui seront en situation ponctuelle d'être en lien avec des jeunes et d'avoir une certaine aura vis-à-vis des jeunes risquent d'être aussi contrôlés. Mais pas pour l'instant. Et donc, dernière question sur cette attestation. La fédération propose-t-elle un document type que l'on peut faire remplir par les bénévoles? Ben oui, justement. Ben, je pense que oui. Alors, pareil, j'ai pas la mécanique, mais je suppose que oui. Et je suppose que ce document, vous allez le trouver dans Adagio en plus. Donc, à vérifier ou alors dans les documents de rentrée voilà, que je ne maîtrise pas. Mais ça aussi, c'est une question à laquelle on pourra répondre et possiblement mettre ces documents aussi, si ça fonctionne comme ça, sur les éléments du webinaire. Voilà, les encadrants, dans le cadre de... Alors, les encadrants que nous prenons dans le cadre des auto-entrepreneurs sont-ils concernés par cette attestation? Ben, des salariés ou auto-entrepreneurs? En fait, c'est jusqu'à présent, la loi sur le sport, elle était à la fois pour les éducateurs sportifs rémunérés et pour les bénévoles. Mais le dispositif bénévole n'avait jamais été actionné, bien qu'inscrit dans la loi. Et seuls les éducateurs sportifs rémunérés, tous les ans, devaient faire la démarche. Donc, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou autres, à partir du moment où vous avez une carte pro auprès de votre DRAGES ou votre DZN, il vous faut montrer patte blanche. Sinon, vous n'avez pas votre carte pro. Voilà. Et vraiment la dernière, là, si on accueille des parents qui viennent avec les enfants pour l'éveil, est-ce qu'il faudrait étendre le dispositif? Voilà. Pour l'instant, c'est pas prévu puisqu'ils sont là en tant que licenciés. Voilà. Voilà. Par contre, ils encadrent leurs propres enfants, généralement, j'imagine, à l'éveil, et pas un autre enfant. Voilà. Donc, le risque est un peu réduit, quoique maintenant, on peut tout imaginer. Mais ça sera après, hein, ça sera aussi à la fédération de négocier possiblement qu'il y ait plus de contrôle sur certaines personnes, parce que ça nous semble
être notre rôle de prévention vis-à-vis de nos jeunes. Mais ça va au-delà du jeune aujourd'hui. Ce n'est pas forcément que les mineurs. Il y a aussi les jeunes adultes, voire plus tard. L'emprise, l'emprise de certaines personnes sur des adultes, elle peut être importante, quoi. Aujourd'hui, la psychologie, l'emprise psychologique, elle est à tous les âges. S'il vous plaît. Oui. Oui. J'ai assisté dans le Grand Est à une formation sur Adagio et je voulais vous dire qu'il n'y aura pas d'attestation au niveau de la FSCF à faire remplir aux bénévoles parce que le contrôle d'honorabilité se fait directement dans le logiciel Adagio. Et vous avez l'information dans le logiciel de la date de naissance, du lieu de naissance et du pays qui se fait directement en prenant la licence des dirigeants. Et ça a été systématique. Il n'y a pas de… À partir du moment où on est déclaré dirigeant, on a les cases du contrôle d'honorabilité. Oui, ça c'est coché, j'imagine. Après, je vais revoir ça avec le juriste de la fédération, mais le consentement, il est important. Donc, je pense qu'à un moment, il est peut-être implicite, en fait. Il est peut-être dans le système, je ne sais pas. Il y a peut-être un mail ou quelque chose qui permet de demander à la personne d'être son consentement. Mais je reverrai avec Stanislas et puis on vous envoie les infos. Oui, pour l'instant, il n'y en avait pas. Dans les structures régionales, pour candidater sur certaines commissions, enfin moi en Bretagne, on nous a demandé à remplir une attestation déjà, quoi, en tant que nommé et tout. Donc là, on va étendre le dispositif aux personnes bénévoles ou aux personnes déjà ou aux salariés encadrants. En fait, tout ce qui a trait à la proximité pour le moment des personnes en situation d'encadrement ou d'accompagnement ou des espaces dans lesquels il pourrait se produire des choses qu'on commence à voir de plus en plus surgir, enfin en tout cas communiquer. Et c'est dans un souci de protection de la personne, comme l'a expliqué Fabienne, donc il faut le prendre dans ce sens et non pas se dire c'est encore un dispositif lourd à satisfaire. C'est une précaution, c'est une prévention et ça c'est vraiment, ça va dans le rôle qu'on a sur notre projet éducatif du respect et de la protection des personnes. Je crois que c'est important. Bon, c'est un sujet, voilà, c'est un vaste sujet. Il faut donc un document pour récupérer les infos et les saisir dans Adagio. On reviendra vers vous pour tout ça, parce que comme moi je voulais qu'on aborde ce sujet parce qu'il pouvait vous tomber dessus à la rentrée et dire on n'a pas été informé, donc vous avez quelques notions sur les choses à arriver. Modestement, on vous dit et humblement qu'on ne dispose pas de tous les éléments, parce que quand on ne sait pas, on le dit, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va en rester là, comme l'a dit Fabienne. On communiquera tous les éléments à disposition. On avait transmis dans les précédentes éditions les coordonnées du juriste, mais que vous pouvez retrouver sur le site de la fédération. Et comme je l'avais dit à ce moment, vous n'avez pas hésité pour interpeller le juriste de la fédération parce qu'il est là pour répondre à vos questions. Il a une adresse mail, il traitera vos demandes, il traitera vos questions, peut-être même qu'il vous contactera, j'en sais rien, mais vous avez toute latitude à venir poser vos questions puisqu'on a la chance que la fédération mette à disposition de ces licenciés, de ces associations et de ces structures, une personne en capacité de répondre à ces questions sensibles et importantes. Donc voilà, il y a ce recours, il faut s'en saisir, il y a une adresse FSCF par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, vous avez toute latitude à poser ces questions ou d'autres dans ce domaine. Écoutez, on a un petit peu débordé, mais je vois avec plaisir que tout le monde est resté là, c'est dire si c'est intéressant. Et on va terminer ce webinaire de ce soir avec notre petite édition de rappel sur le certificat médical grâce à l'intervention de Bertrand Rousseau, notre médecin fédéral qui nous a rejoints, puisque vous savez que les choses ont encore évolué. On en a parlé plusieurs fois ici, mais on voit bien qu'avec les questions qui ressurgissent, à chaque fois qu'il y a une évolution, on n'est jamais trop sûr. Est-ce que tout change? Est-ce que tout partit? Voilà, donc c'est encore l'occasion de revoir une précision sur l'évolution et peut-être, si vous en avez le souhait, de poser encore une ou deux questions pour avoir la certitude de bien avoir pris l'ensemble des éléments. Donc Bertrand, si tu veux nous refaire une synthèse de cette nouveauté, qui n'en est pas une, mais quand même. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être court et simple. Il y a une distinction qui a été faite entre les majeurs et les mineurs. Pour les majeurs, donc de plus de 18 ans,
il n'y a pas de changement par rapport à ce qui avait été institué il y a maintenant 2 ans, je crois. C'est-à-dire que la première demande de licence pour tout ce qui est activité physique et sportive, il faut un certificat médical d'absence de contre-indication. Donc ça, c'est pour la première demande de licence, donc la première année. La deuxième année, si le sportif ne change pas de sport, qu'il n'a pas interrompu sa pratique sportive, il n'a pas besoin d'un nouveau certificat médical, mais d'un questionnaire santé-sport. Donc, il doit remplir avec des réponses par oui ou par non. Si toutes les réponses sont non, il remplit une attestation disant qu'il est en bonne santé. Et c'est cette attestation-là qu'il vous fournit. Vous ne devez pas garder le questionnaire de santé. Si sur ce questionnaire de santé, une des réponses est positive, il doit alors fournir un nouveau certificat médical. Donc ça, c'est pour le renouvellement la deuxième année. Si c'est le même cas pour la troisième année, c'est la même chose, il remplit le questionnaire santé-sport avec les mêmes implications. Ce qui veut dire que s'il a interrompu sa pratique durant ces 3 ans, s'il a été blessé, s'il a été malade, il doit refaire un certificat médical. Ça, c'est pour les sportifs majeurs. Alors, cette année, on a introduit une petite nuance qui est due à la pandémie de Covid. Si la personne a des inquiétudes parce qu'elle a eu le Covid, parce qu'elle pense avoir eu le Covid, parce qu'elle a été arrêtée de façon très importante et puis qu'elle se sent un petit peu faible ou pas capable de reprendre normalement les activités, la commission médicale du CNOSF a fait un espèce de questionnaire de santé spécial Covid. Donc, il vous sera fourni avec les consignes administratives et ceux qui le souhaitent peuvent le remplir. Et là aussi, en fonction des réponses, on les orientera vers un médecin ou pas. De toute façon, en cas de doute, il est souhaité ou recommandé de consulter son médecin qui, lui, prendra la décision de faire un certificat médical ou pas. Ça, c'est pour les majeurs. Pour les mineurs, vous savez sans doute tous maintenant que cette année est paru un décret qui ne demande plus de certificat médical pour la première demande de licence. Pour les mineurs, donc, il n'y aura plus de certificat médical, mais un questionnaire de santé spécial mineur qui est plus étoffé que le questionnaire de santé de renouvellement des adultes, qui est rempli par l'enfant avec l'aide de ses parents. Alors, vous verrez, il y a 1 page et demie de questions et de réponses. Et là encore, s'il y a une réponse négative, il y aura besoin d'un certificat médical. On est dans le sens contraire des adultes. Les adultes, c'est certificat médical, puis questionnaire de santé. Les mineurs, c'est questionnaire de santé et éventuellement certificat médical. Et on retrouve, et là, pour les mineurs, tous les ans, c'est la même chose. Donc voilà, je crois que j'ai résumé le problème. S'il y a des questions, on peut y répondre. Alors, on en a une, la questionnaire Covid non obligatoire? C'est non obligatoire, absolument. Ce questionnaire Covid, c'est une aide aux gens qui sont inquiets. Donc, toutes ces informations-là sont bien évidemment disponibles, voilà, sur l'évolution depuis que les textes sont passés. Vous retrouverez ça sur le site de la Fédération. Maintenant, n'hésitez pas, je vous le dis, les adresses mail, c'est fait pour communiquer et la communication, c'est important. Ça évite de laisser des espaces de doute, des questionnements. Ça fait partie du service avec l'affiliation, c'est d'avoir des réponses, quand on les a, des réponses à vos questions ou en tout cas de vous accompagner et d'être au mieux pour pouvoir vous aider à faire vivre votre vie associative. Voilà. Donc, alors, juste, pardon, excuse-moi Dominique, avant que quelqu'un pose une question où est la chose après, parce que en particulier pour la gym, je sais que certaines fédérations n'ont pas suivi la loi comme on la suit, mais ont voulu demander des certificats médicaux systématiquement pour la saison prochaine. C'est vraisemblablement leur droit, mais nous n'avons pas souhaité déroger à la loi, on suit la loi strictement. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir des différences entre les fédérations. Et on n'en sera pas du coup surpris. Voilà, c'est pas parce qu'on fait différemment qu'on n'est pas dans le bon sens. Au contraire, voilà, on applique la loi stricto sensu, comme ils disent dans les autres pays. Bah, écoutez,
S'il n'y a pas d'autres questions, on va à 21h17. Bon, bah, vous avez raté le début du film. Bah, je suis désolée. Mais il y a la fonction replay. Tout le monde connaît la fonction replay. C'est aussi la possibilité de revoir ces webinaires et je ne doute pas que vous vous connectiez régulièrement. De toute façon, j'ai les noms de ceux qui y reviennent. Et vous n'êtes pas nombreux, j'avoue. Bon, ceci étant, ce week-end, c'est le week-end de la fête. D'ailleurs, je suis même étonnée que personne ne soit venu avec sa petite coiffe ou son chapeau ou ses paillettes. Bon, je suis un peu déçue, c'est pas grave. Vous vous rappelez, cette semaine, on termine la préparation de FSCF en fait. J'espère que vous êtes tous au taquet pour faire je ne sais pas quoi, mais ce week-end, vous rassembler un pique-nique, un barbecue, des blagues carambars, des animations extérieures, des animations d'intérieur. Enfin, j'espère que vous avez tous la possibilité, même dans la plus grande simplicité, de vous retrouver et surtout de faire les hashtags FSCF. Hein. Non, je ne vous dirai pas comment parce que moi-même, déjà, j'ai un peu de mal avec ce truc-là, mais ça marche bien. Par exemple, Hélène pourrait vous dire, quand vous allez pouvoir faire des photos, qu'est-ce qu'on fait du coup, Hélène, quand on a fait une photo qui est en rapport avec FSCF en fait? On la poste sur ces réseaux avec un hashtag FSCF en fait. Voilà, c'est quand même pas compliqué, hein, j'allais le dire moi-même. Donc, j'espère en tout cas que vous allez passer un bon week-end FSCF en fait. Et puis, bah, je vous rappelle que la semaine prochaine, ça sera notre dernière édition. Bah oui, c'est toutes les bonnes choses ont une fin. Histoire et patrimoine avec le classement des archives et tout ce qui peut aussi venir dans les trésors qui sont cachés au sein de cette commission. Donc, j'espère vous compter nombreux. Si par hasard, vous n'y êtes pas parce que déjà la période estivale va vous accaparer, ben, je vous remercie une nouvelle fois de vous être connectés régulièrement pour assister à ces séances d'information. J'espère que ça vous a permis de lever quelques mystères. Toutes les informations sont disponibles sur le site. Il vous suffit même, plus court, de taper webinaire et on arrive directement et vous aurez là tout l'historique de ce qui a été abordé depuis la fin mars. Ben, ça fait depuis fin mars qu'on se voit tous les jeudis. Ça va nous manquer, je sais, c'est dur. Il nous reste encore un jeudi, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère vous retrouver tous ensemble jeudi prochain pour la dernière. On boira un coup, virtuel bien sûr, hein. Oui. Je compte sur vous. Avec modération. Bon FSCF en fait, et puis au plaisir de vous retrouver le jeudi, c'est permis. À bientôt.